Eh, t'as vu? Il parle de toi à la télé. Hein? Oh, vas-y, mets plus fort. Nous finissons ce JT avec l'histoire improbable d'un tollé provoqué par une écrivaine et booktubeuse, Rose. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce reportage réalisé par notre envoyé spatial. Le monde littéraire sur Internet est en ébullition. Booktube est le théâtre d'un scénario inattendu. Provoqué par Rose, celle-ci a accepté de nous raconter ce scénario rocambolesque. Non mais, moi, tout ce que j'ai fait, c'est exprimer un avis contraire à l'opinion générale sur une saga bien connue, Le Chuchoteur, écrite par Donato Carisi entre 2015 et 2019. Il y avait une caméra? Rose a subi du cyberharcèlement avec notamment des vagues de menaces de désabonnement. Non mais c'est fou l'ampleur que ça a pris. Moi, je suis juste une petite booktubeuse. Tout ça alors que ses propos ont enflammé la Xosphère. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'ai trouvé la globalité de la saga très décevante. D'ailleurs, mon avis est bien construit et réfléchi. Attention, attention, si vous n'avez pas encore lu la saga et que vous comptez le faire, dans son interview, Rose dévoile une grande partie de l'intrigue et des éléments importants de l'histoire. Changez de chaîne si vous ne voulez pas être spoilé. D'abord, la totalité de la série se passe dans un cadre et des lieux non définis. Ça peut être un choix de s'appuyer sur l'imagination du lecteur. Sauf que, pour moi, l'auteur en a abusé pour nous faire accepter ce qui aurait dû être des invraisemblances. Habituellement, je suis pas dérangée par des scénarios un peu capillotractés, mais trop, c'est trop. Des exemples concrets? Oui, j'en ai 3. Dans le tome 1, une médium aide à résoudre l'enquête, en plus de sauver Mila dans son passé. Si on avait une dimension mystique, dans un univers où la médiumnité est normale, ok. Mais là, ça sortait vraiment de nulle part. Dans le tome 3, une vague de canicule pousse la société à inverser son rythme de vie. Les gens travaillent de nuit et ils dorment la journée. Là encore, si j'étais dans un cadre dystopique, genre Black Mirror, je pourrais accepter ce choix narratif. Sauf que rien me laisse penser que je suis dans une dystopie. Et le pompon, c'est le tome 4, dans lequel l'intrigue se déroule en partie dans un jeu vidéo. Bon, pas la PlayStation que vous et moi on connaît. Oui, je suis restée bloquée dans les années 90. Non. Ici, on doit prendre une pilule hallucinogène pour entrer dans le jeu afin d'en ressentir les effets augmentés. Et à l'intérieur de jeu, il y a une sorte de fantôme d'enfant qui vit. Honnêtement, j'ai pas tout compris. Mais cette fois, on flirte avec la science-fiction. Je le répète, c'est pas un souci. Sauf que j'ai pas le contrat de départ qui stipule que je suis dans la SFFFF. J'estime que cette absence de cadre a pas servi correctement la série, me donnant même l'impression de facilité scénaristique. Rose ne s'est pas arrêtée là, elle surenchérit. En ouvrant le tome 1, et suite aux nombreux retours dithyrambiques, je m'attendais à un page-turner. Je suis rapidement descendue de ma Ferrari pour enfourcher mon grand bi. Car le rythme était souvent assez lent et en plus il y avait un gros déséquilibre. Ah bah oui, je peux expliquer. Les digressions sont innombrables. Il y a pas mal de détails sur la psychologie des tueurs en série ou encore des différents types de disparitions, etc. Bon, même si c'était plus lent que ce à quoi je m'attendais, les sujets étaient très intéressants. Par contre, les retournements de situation qui venaient compenser et mettre de l'action, il y en avait beaucoup trop. Parce que tu peux avoir un twist, pas 15. Tu peux avoir 2 twists, pas 15. Tu peux avoir 3 twists à la rigueur, mais pas 15. T'es d'accord avec moi? Tu peux avoir 4 twists, ça peut arriver. Tu peux avoir 4 twists, mais pas 15. T'es d'accord? Tu peux avoir 5 twists, ça peut arriver. 5 twists, mais pas 15. Tu peux avoir 6 twists, mais pas 15. Au final, ces nombreux twists m'ont totalement perdu. En plus de ce déséquilibre entre digression et action, j'ai pas trouvé la plume particulièrement addictive, ce qui est très personnel, je l'admets. Récapitulons. Pour l'instant, j'ai pas aimé le cadre, il n'y en avait pas. Et j'ai trouvé les tomes très déséquilibrés avec une plume sans grand intérêt. Même les personnages n'ont pas été à son goût. Est-ce que j'ai aimé les personnages? Bah, Mila Vasquez est un personnage au passé difficile, donc j'ai forcément eu plein d'empathie pour elle, non? Ben, pas vraiment. Déjà, la flic à qui il est arrivé plein d'horribles choses, c'était peut-être novateur à la sortie du livre, mais j'ai trouvé ça assez cliché. Comme Mila a été séquestrée étant petite, qu'elle se mutile et qu'elle fait des efforts pour compenser son absence d'empathie, j'aurais dû avoir, moi, de l'empathie pour elle. Hélas, elle est tellement froide et distante, il m'a été impossible de l'apprécier ni de m'attacher à elle. Et maintenant, c'est moi qui passe pour une sociopathe. Idem pour le tome 3 avec le détective privé, Ginkgo. Au bout de 3 pages, on apprend qu'il va bientôt mourir d'une maladie incurable. Alors non, je veux pas m'attacher à lui. D'autant que sa maladie, c'est pas l'enjeu du roman, c'est juste un tic-tac factice pour ajouter de la tension. Mais il y a un peu de positif tout de même. Allez, on fait remonter la note en parlant des intrigues, car c'est un des points forts de cette saga. On découvre les différentes sortes de tueurs en série, dont les chuchoteurs. On parle aussi beaucoup des divers types de disparitions et leurs implications. On aborde également les risques des jeux vidéo et des mondes virtuels dans le tome 4. Chaque tome apporte un éclairage intéressant sur ces sujets.
Mais je trouve que c'est noyé parmi trop d'autres choses, et au final, ça en perd sa puissance. Le seul pour lequel j'ai pas eu cet effet, c'est le tome 3, mon préféré. Dans ce tome-là, on suit tantôt le détective et tantôt une jeune fille qui vient de réapparaître 15 ans après sa disparition. C'était clair, net, précis et flippant à souhait. Jusqu'à ce que la fin arrive et qu'on découvre que la fille qu'on suivait n'était pas celle qu'on pensait. Et ça m'amène à ma plus grosse critique de la saga. L'absence de continuité et de cohérence entre chaque tome. Certes, à chaque fois, il y a une enquête résolue. Mais qu'en est-il de la trame de fond? Dans le tome 1, on découvre l'histoire de Mila et de son chuchoteur, celui-ci étant en prison. On nous laisse penser qu'il aura un rôle à jouer dans les tomes suivants. Dans le tome 2, le chuchoteur de Mila apparaît sur une photo. Logiquement, je m'attends à ce que le tome suivant explique des choses. Dans le tome 3, pas de mention du chuchoteur de Mila. J'ai une excellente histoire avec un double point de vue, sans Mila Vasquez, le pied. L'histoire de la jeune fille disparue qui réapparaît, ça m'a passionnée. Sauf qu'à la fin, cette jeune fille dont j'ai suivi le récit, en fait, c'était pas elle. C'était Mila qui était séquestrée Dieu sait où par Dieu sait qui et qui se faisait manipuler. La fin du tome 3, Mila Vasquez s'enfuit de ce lieu. Bon. Là, je me dis, Donato, c'est bien gentil, tu m'as fait entrevoir tout un tas d'éléments hyper intrigants sans rien m'expliquer. Donc dans le tome 4, tu vas tout dénouer et ça sera excellent. Et là, patatras. Dans le tome 4, on est quelques années plus tard, Mila travaille plus au limbe et elle vit recluse avec sa fille. On a toute une histoire de jeux vidéo du futur et un twist sur la fille de Mila, mais rien sur son chuchoteur ou sur sa séquestration du tome précédent. Disons-le, soit j'ai absolument rien compris à cette série, soit j'ai tout compris, et alors là, je me sens franchement flouée. L'as pas compris. L'as pas compris. L'as pas compris. Car j'ai passé 4 tomes à attendre des réponses que j'ai pas eues. En fait, j'aurais préféré que ça soit Franck Tillier qui écrive cette tétralogie. Ça aurait été vraiment trop bon. Franck, si tu vois ce reportage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Écrire l'excellente saga avec Villa Masquez, le murmureur. Ah, et pour enfoncer le clou sur le déséquilibre total de cette saga, c'est le trouillomètre de chaque tome. Écoutez bien. Tome 1, 3 sur 5. Scène de crime choquante, images marquantes et sentiments d'angoisse. Un cauchemar à la clé. Tome 2, 2 sur 5, moins oppressant, mais avec une ambiance sombre et des scènes de crime glauques. Tome 3, 5 sur 5, un mois à regarder sous mon lit avant de dormir. Clairement, la première moitié de ce roman m'a complètement foutu les jetons. J'en ai fait plusieurs cauchemars. Rien de sanglant, mais des procédés horrifiques hyper efficaces. Coucou le déguisement de lapin. Tome 4, 2 sur 5. Je suis presque déçue du trouillomètre. Merci d'avoir regardé notre JT. Retrouvez dans quelques instants un film inédit, Le Crépuscule d'aurore, une pépite réalisée par Christopher Nolan. Hé, c'est pas toi qui as écrit ce livre? Ils ont fait un film sans mon autorisation. Moi, je veux l'argent, hein. Christopher Nolan en plus, hein. Bon, j'aurais préféré Steven Spielberg quand même. Ah mais il est mort. Ah bon? Sérieux? Non, c'est pas vrai.